Shabbat Shalom, Parashat Miketz, Tavshin Pedalet. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. Ce fut au bout de 2 ans, et voici que le paro rêve, et il se tient sur le Nil. והנה מן היאור, et du Nil, עולות 7 parot yefot maré. Il montait 7 vaches, yefot maré, de belle apparence, de période bassar, et avec une chair bien vivante. Batir ena ba'ahu, elles ont commencé à paître, mais elles ont paître dans un marais, dans le marais. Veine sheva parot acherot, et voici 7 autres vaches, olot acharem, qui montaient derrière elles, minayeor, du Nil, raot maré, on l'a marqué dans la Torah, dans le fleuve, mais le fleuve en question c'est le Nil. Raot maré, elles étaient mauvaises d'apparence, les dakot bassa et maigres de chair. Bata'amona et la parot, elles se sont tenues à côté des vaches, al sefatana ayor, sur la rive du fleuve. Batochalna parot raot amaré, elles ont consommé les vaches de mauvaise apparence, les dakot bassa, et qui étaient maigres de chair. Et sheva parot yefot amaré, et cette vache qui était belle d'apparence, Vaberiot, Vaikatz Paro. Donc Paro il fait un rêve et il se réveille. Ensuite il s'endort, Vaishan Vayachalom Shenit. Il refait un autre rêve avec des épis, Sheva Shiboli, Molot Beken Echad, etc. 7 épis qui montent, qui étaient de bonne apparence, Briot Vetovot. Et derrière eux il y a 7 épis qui sont d'Akot, qui sont maigres, Shlufot Kadim, frappés par le vent d'Est, qui poussent après eux. Et les épis maigres, ils vont avaler les épis gras. Et Paro se relève, et voilà que c'était un rêve. Vaïba Boker, ce fut le matin, Vatipa Emroho, son souffle était inquiet. Vaishlar Vaikra et Kol Chartoumé Mitzraim, il a fait appeler tous les sages d'Égypte. Kol Chachamea, et sa père la même Paro et Tralomo. Il a raconté son rêve, Ven Poter Otam, lui Paro, et personne ne pouvait l'expliquer au pharaon. Donc, pour ce personne ne pouvait l'expliquer, et Kenire, c'était un vrai problème. Midrash, il dit que Paro, il les a menacés. Il leur a dit, gare à vous, s'il n'y a personne qui m'explique ce rêve, je vais tous vous couper la tête. Alors, donc, devant ces menaces impressionnantes, le Sahar Hamashkin, il est obligé de se dénoncer. Et bien, d'abord, Sahar Hamashkin, et Paro est mort. Et Ratayani Maskir Ayom, voici que je mentionne mes fautes que j'ai fait sans faire exprès. Paro Katsaf Alavadav, Paro s'est mis en colère contre ses serviteurs. Il m'a mis dans la prison de Sarat Abachim, Motiv et Sarafim. Moi et le panetier. Nous avons fait un rêve la même nuit, moi et lui, chacun comme l'explication de son rêve. Et là-bas, il y avait Itanu Nahar Ivri, un jeune homme, Eved les Saratabachim, qui était le serviteur du chef de la prison. Vanessa Perlo, on lui a raconté, Iftar Lanu et Halomotenu, il nous a expliqué notre rêve. Ishke Halomo, Patar, chacun comme son rêve, il a expliqué. Patar Lanu Kenaya, de la même manière qu'il avait expliqué, c'est ce qui nous est arrivé effectivement. Oti Yeshivat Kani, moi on m'a remis à mon poste. L'auto Tala, et lui on l'a pendu. Mishlar Paro va écrire et Yosef et Elsou Minabor. Donc Paro il a fait chercher Yosef. Ils l'ont ressorti du puits. Vaïgalah, il s'est rasé. Vaïchal Simotav, il a changé ses vêtements. Vaïavo el Paro. Bon, donc le Paro il va demander à Yosef, Chalom Chalam, Ti au poter enoto, Vani Shamati Alecha les morts, Tishma Chalom Niftoroto. J'ai entendu que toi tu expliques les rêves. Yosef il a dit, oui, c'est pas moi qui va donner l'explication. Elohim Yanet Shalom Paro, c'est Hachem qui va te donner l'explication. Et d'abord, El Paro, El Yosef, Vachalomi, et il commence à lui raconter, etc., tout ce qu'il a fait, vu avec tout ce qu'on a vu comme rêve. Et Yosef, il lui explique le Chalom. Il lui dit en vérité, bien qu'il ait l'impression que tu as 2 rêves, c'est une seule idée. C'est il va y avoir cette année de famine, non, d'abord cette année d'abondance, et ensuite cette année de famine. Et il faut se préoccuper pour que ça tienne le coup. Et donc, Ve'ata yere Paro ishnavon vechacham, que maintenant Paro il trouve un homme intelligent et sage qui va le placer sur l'Égypte. Il y a assez Paro, Vefket, Pigidin, etc. On va partager la terre, on va économiser pour les années de famine. D'accord. Alors, Veomer Paro el Avada, Vanimsa Kaziish Asher Ruach Elokimo. Est-ce qu'on peut trouver un homme qui a une autant de connaissances? Veomer Paro el Yosef, Ache Odia Elohim Otra et Kozot, En Navan Vachan Kamcha. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui est aussi sage que toi. Atati al Beti al Picha Ishakolami, c'est toi qui vas être le dirigeant de ma maison. Donc, Yosef, il prend le pouvoir. Il avait 30 ans à ce moment-là. Et les années commencent à arriver. Années d'abondance, années de famine. Et donc,
Yosef, il est obligé d'ouvrir ses réserves pour donner à manger. Tous les gens, ils viennent de tous les pays avoisinants pour chercher à manger. Yaakov vient voir qu'il y a quelque chose à manger en Égypte. Et il dit à ses enfants, allez, pourquoi vous vous montrez comme si vous aviez à manger? Allez en Égypte et achetez vous aussi à manger. Donc ils vont descendre avec le but caché s'ils retrouvent de Yosef, de leur acheter. Mais à ce moment-là, Vaïor Yosef et Techab, Yosef va voir ses frères. Vaïkirem, il va les reconnaître. Vaïtnaker Aleem, et il va faire l'étranger devant eux. Vaïdaber Itam Kachot, il va leur parler durement. Omer Aleem, Maïn Baten, d'où est-ce que vous venez? Ils lui ont dit, on est venu de Canaan pour acheter à manger. Yosef a reçu ses frères, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et donc, Vaïskor Yosef et Tachalomot, il s'est rappelé des rêves qu'il avait rêvé à leur sujet. Il leur a dit, vous êtes des explorateurs, etc. Ok, jusqu'à ce que il leur demande d'aller chercher leur petit frère et il garde Shimon en otage. Ensuite, en rentrant chez eux, ils vont voir qu'ils ont encore l'argent dans leur sac. Ils racontent à leur papa Yaakov tout ce qui leur est arrivé, qu'ils doivent faire redescendre Binyamin. Yaakov, il veut pas. Reuven, il propose quelque chose, ça marche pas. Yehuda, il propose quelque chose, ça, il accepte. Et donc, ils vont redescendre avec Binyamin et avec de l'argent pour payer ce qu'on leur a remboursé par erreur, et ce qu'ils croient qu'on leur a remboursé par erreur, et le nouveau prix du blé, etc. Ensuite, ils reviennent devant Yosef. Donc, ils lui ont apporté un cadeau. Ils leur demandent de leurs nouvelles, des nouvelles de leur père. Il fait une bracha à Benyamin. Et ensuite, il fait un repas en leur compagnie. Il les renvoie, mais après, à peine ils sont sortis, on leur recourt après, parce qu'il manque la coupe du roi qui a été volée. Et bien, en vérité, on l'a cachée dans le sac de Binyamin. Et donc, on accuse Binyamin d'avoir volé la coupe du roi, et tout le monde est ramené au palais. Donc ça, c'est le sujet de la paracha. Oui, tout le monde connaît cette paracha. Elle a été lue d'année en année, etc. Les 7 vaches, le fait que Yosef, il leur demande de faire revenir Binyamin, etc. On va essayer de s'approfondir un petit peu cette semaine pour essayer de faire un petit lien également avec Hanouka, mais aussi pour comprendre surtout la puissance et la profondeur de cette paracha. Alors on reprend depuis le début. Il y a marqué Vaï Miketz, ce fut à la fin. Rachid dit Miketz, Ktargomo Misof. Vechol Lachon Ketz, à chaque fois qu'on parle de Ketz, sauf où ça veut dire la fin. On a posé la question que ça veut dire ou Paro Cholem. Alors les Farshim ils disent Paro Cholem, c'est un état. Paro est un rêveur. Paro est en train de rêver. On n'a pas dit Bayachlom Parlo. On n'a pas dit Paro a fait un rêve. On a dit Paro est en train de rêver en permanence. Les Farshim ils apprennent de là qu'en vérité ça faisait 2 ans que Paro toutes les nuits il faisait ce rêve des vaches et des épis. Mais il oubliait le matin en se réveillant. C'est pour ça qu'on a dit ou Paro Cholem. Paro il était dans une situation de rêve. Mais il s'en rappelait pas. Et maintenant, il s'est rappelé de son rêve et il s'est peut-être même rappelé que ça faisait 2 ans qu'il rêvait de ça. Et donc c'est pour ça qu'on a dit Vaïm Miketz. Miketz, ça veut dire à la fin des 2 ans. Quels 2 ans? C'est 2 ans après que sont sortis de prison le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, le panetier et les chansons. Ces deux-là, ils étaient en prison et ils ont fait le fameux rêve en question. Et Yosef leur a donné l'explication du rêve et il leur a dit, enfin du moins il a dit au Sarah Mashkim, toi tu vas retrouver ta fonction. Dès que tu seras à ton poste, essaye de te rappeler de moi. Comment tu vas te rappeler de moi? Il lui a dit comme ça. Il lui a dit... voilà. Il lui a dit, dans 3 jours, le pharaon il va se souvenir de ta tête, c'est-à-dire de ta personne. Veshifra al-kanecha, il te remettra à ton poste. Tu donneras le verre de pharaon dans sa main, comme au départ, comme tu lui donnais. Alors maintenant, il a dit les phrases suivantes. Kim zechartani itra. Si tu vas me souvenir avec toi, puisque l'explication du Chalom sera bonne,
Donc tu vas te rappeler de moi. Kacher Yitavlar, quand tu auras du bien qui va t'arriver, va sitana, il m'a dit Chesed. Tu vas me faire un bien. Viskartani el paro, et tu vas me mentionner un paro qui me fasse sortir de cette prison. Votsetani minabaitazé, tu me feras sortir d'ici. Pourquoi? Qui gunov gunafti mereta ivrim. Parce que j'ai été kidnappé de la terre des Hébreux. Vigam polo asiti meuma, et même ici j'ai rien fait de mal. Qui samu oti babor pour qu'on me mette dans ce puits. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Yosef, il a fait toute une tirade pour que on se souvienne de lui. Et le Midrash dit Baruch Hagever Asher Iftar B'Hashem, Lo Panal Reavim, béni soit l'homme qui a confiance en Hachem et qui ne se détourne pas vers les Égyptiens pour sa délivrance. Reavim, c'est littéralement les orgueilleux. Et donc, on dit c'est qui ce Baruch Hagever Asher Iftar B'Hashem? C'est Yosef. Yosef, c'était un tellement grand Baal Bitachon B'Hashem que le fait qu'il ait demandé à un Égyptien de se souvenir de lui, ça lui a été considéré comme une faute. Le fait qu'il ait trop insisté en disant Zechartani, Viskartani, c'était un mot de trop, et à cause de ça, il a été puni sur les deux mots. On lui a rajouté 2 années de prison. Et on va voir que Yosef, il a pris une leçon de ça. Puisque ensuite, lorsque il va parler à Paro, il n'est plus du tout question de lui dire je suis un pauvre hébreu qui a été kidnappé, fait quelque chose pour moi, etc. Il mentionne plus du tout ça. Une fois qu'il est sorti, c'est terminé. Il va simplement lui dire mets à un homme chacham venavon, et ça fait partie de l'explication du rêve, que tu dois te préoccuper de la situation pour ne pas que la famine perturbe le pays. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire ce mot miketz. Miketz, donc on vient de l'expliquer que ça veut dire quoi? À la fin de cette période de rêve, de cette période de 2 ans, pendant lequel, depuis le début de la période, c'était déjà susceptible pour Yosef de sortir de prison, c'est déjà apte à lui d'être libéré. Mais comme il est en punition maintenant, on lui a rajouté 2 ans supplémentaires. Donc à cause de ces 2 années supplémentaires, Paro rêve mais oublie son rêve. Rêve, mais oublie son rêve. Rêve, mais oublie son rêve. Jusqu'au jour où se terminent les fameuses 2 années. Et là, puisque Yosef est habilité et autorisé à sortir de prison, c'était Rosh Hashanah, alors on permet à Paro de se souvenir de ce rêve. Vaï mi ketz. Le Midrash, il dit ketz sam la chocher. Hachem, il a mis une limite à l'obscurité. L'obscurité ne dure pas indéfiniment. Donc c'est vrai qu'il y avait une période de prison dans laquelle Yosef, il devait, comment on dit, faire sa peine, comment dire en français, purger sa peine. Mais une fois qu'il a purgé sa peine, il est maintenant en droit de sortir de prison. Donc il va falloir expliquer c'est quoi cette notion-là de Ketz Sam la Rocher. Il y a une fin à l'obscurité. L'obscurité a une limite. Et ensuite, la lumière se dévoile. On a l'impression que l'obscurité, il a le droit d'être mishtamesh, d'être présent pendant une certaine période. Et ensuite, la lumière se dévoile. Mais d'après ce qu'on dit ici, c'est pas exactement ça. C'est pas que la lumière, elle est éteinte et au bout de 2 ans, la lumière, elle s'allume. On a l'impression que la lumière, elle était présente déjà depuis le début des 2 années. Pourquoi on a l'impression qu'elle était présente? Parce que si la lumière n'était pas présente, c'est pas la peine que leurs parents y rêvent. Si on est dans la période d'obscurité où Yosef est oublié dans sa cellule au fond de la cave, on n'a pas besoin que le paro il fasse des rêves et qu'il les oublie. C'est une période où il est passé aux oubliettes, un point c'est terminé. On te dit non, le paro il est cholem, le paro il rêve pendant cette période-là. Ça veut dire que la lumière elle est potentiellement présente. Mais puisque Yosef ne mérite pas qu'elle se manifeste à ce moment-là, donc cette lumière qui est potentiellement présente ne sert à rien tant que la porte est fermée, tant que j'arrive pas à faire laisser rentrer de cette lumière. Et c'est quoi ici dans le cas participe présent que la porte soit fermée? C'est le fait que Paro il oublie son chalom. Donc maintenant Yosef, on va le mentionner et on va trouver dans cette paracha 2 personnes qui vont prendre la parole devant le paro pour lui donner des conseils. Le premier, c'est le Sar Mashkin, qui va dire,
je te suggère de faire appel à cet homme hébreu qui m'a expliqué mes halomot pour qu'il explique les tiens. Et la deuxième personne qui va conseiller Paro, c'est Yosef lui-même, qui va lui dire, je te conseille de prendre un homme intelligent et sage pour qu'il gère toute cette période de famine et cette période de satiété en mettant des provisions de côté, des années d'abondance pour les années de famine. Et à chaque fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui leur a pris d'ouvrir la bouche et de parler pour donner des conseils aux parents? Qu'est-ce qui a permis à ce Sarah Mashkin de rentrer en scène devant le paro? C'est pas naturel, c'est pas quelque chose de normal. Si ça avait été quelque chose de normal, alors la Torah elle aurait dit, le Yosef il avait demandé au Sarah Mashkin de se souvenir de lui. Et effectivement, un beau matin, le Sarah Mashkin s'est rappelé qu'il avait un ami dans la prison qui, le pauvre, était incarcéré pour pas grand-chose. Et il a dit, si je peux me permettre, Majesté, du temps où j'étais en prison, j'ai fait la connaissance d'un Eved qui mériterait d'être libéré parce qu'il semble être parfaitement innocent, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. Le Sarah Mashkin, lui, c'était un dossier fini, oublié. Jamais, au grand jamais, il va plus jamais mentionner Yosef aux oreilles de Paro, comme c'est marqué à la fin de la paracha de la semaine dernière. Velo zachar sar hamashkin et Yosef. Le Sar Hamashkin ne s'est pas souvenu de Yosef. Vaishkaheu, il l'a oublié. C'est-à-dire le jour où il est sorti de prison, où c'était le moment idéal et rêvé de se rappeler de celui qui lui avait rendu service, il avait autre chose à penser. On l'a remis dans sa fonction, il était très content. Le jour même, il n'a même pas pensé à Yosef. Velo zachar sar hamashkin. Il n'était pas dans ses préoccupations. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, le lendemain, le surlendemain, il va dire, ah, c'est vrai, au fait, j'ai oublié de mentionner pour rendre service à cette personne-là. Non, il te dit, Vaishkaheu, il l'a oublié. Achidi lachar mikan. Plus tard, il l'a oublié. Donc, si sur place, il s'en est pas rendu compte. Et si après, il l'a oublié, c'est oublié. Donc maintenant, par quel moyen, tout d'un coup, ça va lui revenir à son esprit de mentionner Yosef devant le paro? Question numéro 1. Pitom et chata'ai ani maskir ayom. Je me rappelle de mes fautes, on a rêvé, il y avait quelqu'un, etc. Et de la manière dont il raconte, il est toujours en mode shecha, il est toujours en mode d'oubli. Puisqu'il ne dit pas, maintenant je me souviens que ce Sarah Mashkim, il m'avait supplié, pardon, que ce Eved, il m'avait supplié d'intercéder en sa faveur, parce qu'effectivement on l'a mis en prison pour rien. Et j'avais complètement oublié, mais maintenant, Majesté, tout d'un coup, ça me revient à l'esprit. Si vous pouvez faire quelque chose pour lui, c'est pas du tout ça qu'il dit. Lui, il dit, je vois que le paro est complètement perturbé. Vatipaem rocho, il savait plus quoi faire. Je vois que le paro veut tuer tous ses serviteurs et tous ses sorciers s'il y a personne qui lui donne l'explication du halam. Et tout le monde se regarde dans le blanc des yeux en disant, mais moi, je sais pas. Je peux pas expliquer le rêve de paro parce que il y a marqué là-bas, V'en poter otam les pharaons, même s'ils ont donné des explications, mais en aucun cas c'est rentré dans les oreilles de Paro. Il ne pensait pas que ça avait un rapport avec son rêve. Donc maintenant, que voulez-vous qu'on fasse? On est coincé. Donc pour ne pas tous se faire zigouiller parce qu'on n'a pas trouvé la réponse, dit le Sarah Mashkim, il ne me reste plus qu'une seule solution, c'est de vous donner l'adresse de ce fameux Yosef que nous avons rencontré en prison et qui semblait quand même être un crack dans l'explication des Chalomot. Alors maintenant, deuxième cas, on a vu quelqu'un qui va donner un conseil, c'est Yosef qui va dire au paro, Vata yare paro ishnavon veracha, v'yashitivu aleres mitzrayim. Que Paro il trouve un homme intelligent et savant et qu'il le place à la tête d'Égypte. Et Paro il lui dit, non mais après que Hachem t'ait appris tout ça, en chacham benavon, en navon vechacham kamocha. Il n'y a personne qui est de ton niveau, et donc c'est toi qui vas t'occuper de l'Égypte. Mais là aussi, on se demande qu'est-ce qui a pris à Yosef d'intercéder. On lui a demandé d'expliquer le Chalom, on ne lui a pas demandé de donner des conseils. Donc on est obligé de dire qu'en vérité, le fait qu'il devait donner un conseil,
ça faisait partie du Chalom. S'il a vu que les 7 vaches maigres, elles ont dévoré les 7 vaches grosses, et elles ne se sont pas étouffées avec elles, elles sont restées vivantes, elles se sont maintenues, ça veut dire qu'on doit faire en sorte que se maintiennent les années de famine. Les vaches maigres qui représentent les années de famine, qui ont dévoré les années d'abondance, de la même manière que dans le Chalom, ils se maintiennent, dans la réalité aussi, il faut faire en sorte qu'ils se maintiennent. Et pour qu'elles se maintiennent, ces années de famine, que les gens ne soient pas décimés pendant la famine, forcément, il va falloir mettre quelqu'un qui va être responsable de ce dossier. Et qui ça va être? Ça va être lui-même Yosef. Donc il ne s'agit pas qu'il a fait sa propre promotion, il s'agit qu'il a interprété dans le Chalom qu'il y avait matière à mettre quelqu'un sur place pour prendre les grandes décisions, et il a transmis ça au roi. Et ensuite, quand il va voir ses frères, au lieu d'être très gentil avec eux en disant « Ah, mes frères, vous êtes enfin arrivés en Égypte, ça fait tant d'années que je ne vous ai pas vu, etc. » Non, Yosef, il va être cholette sur ses midot, il va se renforcer très fort pour essayer de faire accomplir les rêves, de faire venir Binyamin, de faire que Yaakov se prosterne devant lui, et ainsi de suite. Ça faisait partie de son programme, faire en sorte que les Chalomot se réalisent. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi être mit Akesh, tellement être têtu sur l'accomplissement des Chalomot? Les Chalomot, s'ils doivent s'accomplir, ils s'accompliront d'une manière ou d'une autre. Lui, il devait faire sa ishtadlout, ses efforts personnels, qui sont d'aller faire chercher son père en Eretz Canaan et de le faire venir à ses côtés. Et peut-être qu'il aurait été plus judicieux que dès qu'il voit ses frères, leur dire, voilà, je suis Yosef, allez vite chercher papa, parce que vous serez plus à l'aise en Égypte. On voit que c'est pas du tout ça son comportement. Lui, il a une matara, il a un objectif qui est clair et qui est concis, qui est faire en sorte que les Chalomot se réalisent. C'est-à-dire que vienne Yaakov, que vienne Binyamin, que tout le monde soit présent. Pourquoi il veut faire tellement attention à ça? Il veut faire tellement attention à ça parce que son objectif, c'est d'apporter à ses frères une kapara, une expiation sur la vente. Et comment ils vont montrer qu'ils regrettent d'avoir vendu Yosef? C'est que si il y a quelqu'un qui va leur dire ramenez Binyamin, est-ce qu'ils vont faire Messirut Nefesh pour le garder, pour le défendre? Il y a même des Mefarshim qui disent que lorsqu'on on a présenté Binyamin à Yosef, il n'était pas sûr à 100% que c'était lui. Il me dit, moi je ne l'ai jamais vu depuis que je suis petit. Ça se trouve, ils ont pris quelqu'un dans la rue, ils ont dit c'est ça Binyamin, et voilà, l'affaire est faite. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la coupe dans le sac de Binyamin, et ensuite les frères, ils ont dit, bon, on retourne tous au palais. Si c'était un étranger qu'ils avaient trouvé dans la rue, qui risquait d'être condamné parce qu'il avait volé la Gabia, ils auraient dit, bon, ce Binyamin, entre guillemets, qui reparte chez le roi, et ensuite qui reste abattu toute sa vie dans la prison, ça ne nous concerne pas. Mais comme c'était Binyamin, c'était leur frère, ils ne voulaient pas ça. Donc c'était bien un mifran, c'était bien un moyen de savoir si c'était Yosef ou pas. Si c'est Yosef, pardon, si c'est Binyamin ou pas. Si c'est bien Binyamin, les frères ils vont le défendre, ils vont dire non, on ne veut pas le laisser en Égypte, etc. Si c'est un étranger, le roi il leur dit je vais le prendre en tant qu'esclave, prenez-le, ça ne me dérange pas. Ok, donc maintenant, petit à petit, les taux se resserrent. On commence petit à petit à percevoir que Yosef il a un plan très établi pour faire craquer ses frères, pour les faire avouer qu'ils ont vendu leurs frères et qu'ils fassent teshuva. Il a un plan très puissant qui fait qu'il doit être cruel avec eux, leur dire vous êtes des Meraglim, aller chercher Binyamin, etc. Ce plan il a pour but d'une part de leur faire faire teshuva, et en même temps lui permettre de refaire redescendre Yaakov en Mitzrayim et Binyamin en Mitzrayim. Maintenant, nous, c'est une paracha qu'on a l'habitude de lire, mais on a du mal à la comprendre. Pourquoi on a du mal à la comprendre? Parce qu'on a l'impression que Yosef, il fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Il devait donner des nouvelles à son père, il ne donne pas des nouvelles à son père. Il devait, une fois qu'il rencontre ses frères, à la première seconde, leur dire c'est moi Yosef, voilà, rassurez-vous, j'ai une bonne situation, etc. Vous m'avez vendu, c'est horrible, mais voilà, je m'en suis bien tiré. Et maintenant, je retourne avec vous en Égypte. On voit que c'est pas du tout, on est à Israël. On voit que c'est pas du tout ça la préoccupation de Yosef. C'est pas de se dénoncer dès le début. C'est pas de partir lui-même en Eretz Canaan. Son objectif, c'est quoi? C'est d'apporter un tikkun, une réparation à la faute de ses frères. Et ça va passer par une analyse de la situation au niveau rouhani, au niveau spirituel,
sans tenir compte le moins du monde des éléments matériels, matériaux, on dit, des éléments du monde matériel qui se trouvent devant lui. Il va en tenir compte parce qu'effectivement, il faut tenir compte Berachmanout, il va, comment on appelle ça, enfermer Shimon, mais simplement aux yeux de ses frères le temps qu'ils partent. Ensuite, dès qu'ils sont partis, il va le libérer, il va lui apporter à manger, etc., pour qu'il se sente à l'aise. Oui, c'est sûr qu'au niveau du monde matériel, il y a des efforts à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le plan de Yosef, c'est essentiellement à 99% un plan rouhani. Parce que sans ce plan rouhani, ce plan spirituel, toute cette dynamique, tout ce qui lui arrive à Yosef, c'est absolument incompréhensible et absolument inutile. Au niveau matériel, la première chose qu'il devait faire, c'était de se dénoncer vis-à-vis de ses frères et voilà, faire des retrouvailles, etc. Mais lui, il voulait absolument pas. Baïtapa, qui s'est retenu jusqu'au moment où il pouvait plus se retenir, mais tant qu'il pouvait se retenir, il se retenait pour qu'au fur et à mesure, il les fasse franchir étape par étape tout le processus qui leur permet de regretter la vente de leurs frères, de proposer de se racheter, de tout faire pour amener Binyamin, et ainsi de suite. Ça, c'est un tikkun, c'est un symbole de kapara, pas un symbole, une partie, un échantillon de kapara sur la faute des Jvatim. Et ça, comme on est en train d'expliquer maintenant, c'est une anhaga, un comportement qui est complètement déconnecté du sechel le plus pachout, qui est de, dès qu'on les rencontre, leur dire à tomber dans leurs bras en disant enfin je vous vois mes frères. Non, lui il laisse mijoter encore, repartir, revenir, tout ça jusqu'à ce qu'il fasse complètement de chouva. Pourquoi? Parce que Yosef, ce que lui il voit, c'est la matara, l'objectif rouhani spirituel de toute cette histoire. S'ils ont fauté, il faut qu'ils réparent une partie de cette avéra en voulant faire des efforts pour racheter Binyamin, en voulant comment ils se sont réparés, en faisant une introspection sur leur comportement. Voilà, on est fautif, on est coupable sur notre frère sur lequel on a vu sa peine et il nous a supplié de ne pas lui faire ça, et on l'a quand même fait, etc. Ok. Maintenant, ce qu'on a vu après, que le paro il lui dit ok, je vais te nommer toi parce que en navon vechacham kamocha, tu es le plus intelligent de l'histoire. Parce que tu as donné ce conseil, donc maintenant en navon vechacham kamocha. Les Mefarshim ils disent qu'en vérité, le pitron que Yosef il a donné, l'explication du rêve, c'est une explication qu'il a donnée Alpin Nevoa, sur les bases de la prophétie. C'est même pas simplement un problème de sagesse, c'est vraiment qu'on lui a dicté l'explication du rêve, Mina Shammai. Et ça, le paro, il a compris ça, que c'était bénévoie. Parce qu'il lui dit que je suis sûr que tu es un prophète. Où est-ce que c'est marqué? Voilà. Voilà. Dans le pasuk la Medchet, il y a marqué Vayomer paro el avadav animsak ish kaze ish asher ruach elokimbo. Est-ce qu'on peut trouver un homme pareil dans lequel il y a un souffle d'Hachem? Ce que le Targum dit, Va'amar paro le avdoi, il a dit le pharaon à ses serviteurs, Anishkah, est-ce qu'on va retrouver Keden comme celui-ci, Gevar, un homme, Yad Yiruach Nevoa, dont le souffle de prophétie Min Kadam Hashem basé se trouve en lui. Donc on voit Mefourash que même le paro, il a compris que c'était ici un roi Nevoa, que c'était pas possible de trouver l'explication du rêve sans avoir une véritable prophétie. Alors si c'est une question de prophétie, pourquoi il lui dit En navon vechacham kamocha? Chacham, ça veut dire de la chokhma, c'est pas de la névoie. Mais il dit le Rav de Brisk, qu'étant donné que la névoie, la prophétie, elle ne peut résider que sur quelqu'un qui est gibor, chacham ve'achir, il faut être costaud, il faut être monétairement, financièrement à l'aise et être gibor et chacham. Donc il lui dit, au moins je suis sûr que tu es chacham. Je suis persuadé, puisque tu as atteint cette darga, cette dimension de prophétie, de névoie, que tu es un chacham. Et donc je vais tenir compte de ce que tu dis, et je vais te nommer toi-même pour t'occuper de la nourriture pendant la famine. Donc ensuite il y a les frères qui vont venir, qui vont se proposer, et il va y avoir l'épisode où effectivement Binyamin
redescend en Mitzrayim, cette fois sous la tutelle de Yehuda. Et ça va être la rencontre entre Binyamin et Yosef. Alors, ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui, c'est que la situation dans laquelle se trouve Yosef, c'est une situation qui normalement est absolument intenable. Pourquoi elle est intenable? Parce que on l'a vendu, il est parti de chez lui, il est loin de ses parents. Pourquoi il craque pas dès le début à dire à ses frères, je suis Yosef, remettons la situation à zéro et retournons en famille et tout va bien. Puisque moi je suis en bonne santé, je suis vivant et vous aussi, je pars avec vous et je vais voir mon père en Canaan. Non, Yosef il sait parfaitement, pertinemment que les chalomot ils doivent se réaliser, que c'est le soleil et la lune qui doivent venir près de lui et se prosterner, c'est donc Yaakov qui doit descendre, que c'est Binyamin qui doit descendre, et donc il se retient de tous ces sentiments-là. Et la seule chose qu'il fait, c'est les préparer à être prêts à cette nouvelle situation où ils vont devoir redescendre en Mitzrayim. Et comme je vous dis, c'est une situation qui normalement est insupportable. Yosef, ça fait des années qu'il a quitté sa famille, qu'il a quitté ses parents. On ne peut pas dire qu'il s'est habitué à être en Égypte. Mais sa manière de réfléchir, sa manière de fonctionner, c'est une manière de fonctionner qui est kulo dvekut, qui est un attachement à 100 000% à Akadosh Baruch Hu. Et donc même quand il se trouve dans le Hamazé, quand il se trouve dans ce monde-ci, et il interagit comme n'importe qui, mais en fait, lui, il se trouve dans un monde rouhani, dans un monde spirituel, où toute sa préoccupation, c'est de quoi? C'est de donner un tikkun, une réparation à ses frères. Dans le Sifrei Kabbalah, hein, il y a une notion qui est mentionnée dans Parashat Vaishla, on ne va pas l'expliquer parce qu'elle est trop compliquée, mais on parle là-bas de lumière et d'ustensile, Orod Vekelim. Et on dit que quand la lumière est trop forte, alors qu'est-ce qui se passe? Les ustensiles, les réceptacles de cette lumière ne supportent pas une telle lumière, ils éclatent, et ensuite il faut arriver à un tikkun, une réparation. Quelle est la réparation? C'est de limiter la lumière au maximum pour qu'elle puisse être acceptée par les ustensiles et que les ustensiles n'éclatent pas en sa présence. Et une fois qu'on a ce qu'on appelle une dimension de tzimtzum, de limitation de la lumière, alors on arrive à une dimension de tikkun, de réparation, parce qu'effectivement, une personne, elle préfère avoir 50 watts pour lire un livre à son chevet, plutôt qu'avoir 200 000 watts et être complètement ébloui. Alors pourquoi je vous raconte ça? Juste pour qu'on retienne une phrase, une idée de ça, que dans cette notion de Oroth et Kélim, entre la lumière et les ustensiles, les choses qui éclatent, c'est jamais la lumière. Ce qui disjoncte, c'est les Kélim. Quand vous avez trop d'électricité, trop de watts dans un transformateur, dans un comment on appelle ça, un compteur ou dans une prise ou n'importe quoi, c'est l'ampoule qui éclate, c'est la prise qui éclate. Mais l'électricité, elle éclate jamais. Donc il y a cette dimension que le or, lui, il est toujours parfait, il est toujours chalem, il est toujours intègre, il est toujours entier. Ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'il y a une fiole, est-ce qu'il y a quelque chose qui est susceptible de le recevoir, qui est suffisamment en bonne adéquation avec cette lumière. La lumière ne doit pas être trop forte par rapport à l'ustensile. Si c'est le cas, le kéli se maintient. Pourquoi je vous rapporte ça? A priori, ça n'a aucun rapport, mais ça a un grand rapport. C'est parce que, comment il s'appelle? Yosef, il est conscient maintenant que ses frères, ils sont au niveau rouhani, dans une situation où leur kélim, leur ustensile, leur personnalité, n'a pas été à la hauteur de la lumière de Yosef. Yosef, c'était Ben Zekunim. Ben Zekunim, ça veut dire Bar Hakim, le fils qui avait de la chorma. Le fils qui avait de la chorma. C'est pour ça que, comment il s'appelle, que que Yaakov il lui a tout transmis. Parce que si le critère de Ben Zekunim, ça veut dire le fils de sa vieillesse, comme la traduction littérale, alors il y en a un qui est encore plus le fils de sa vieillesse, c'est Binyamin. Parce que Binyamin, il est né après Yosef. Mais si on dit que Ben Zekunim, c'est Milachon Chorma, Zaken, Zekana Chorma, Zaken, c'est celui qui a acquis de la sagesse, alors on peut très bien concevoir que Yosef était plus Raham que Binyamin. Et que Yaakov, il lui a transmis toute sa sagesse et toute sa Chorma. Donc maintenant, Yosef, au milieu de ses frères, c'était l'homme fort, l'homme intelligent, le Gadolador, le grand de la génération.
Et malgré que ses frères c'était des Shvatim, c'est pas n'importe qui, c'est Shifteka, des Shvatim d'Hachem, c'est des gens qui ont une grande dimension. Mais par rapport à Yosef, il ne se rendait absolument pas compte du tout de la puissance de Yosef, aussi bien au niveau de sa sagesse, de sa capacité à recevoir la prophétie, de sa capacité à surmonter des nisyonotes, d'être Yosef Hatzadik et d'avoir une tellement grande dimension spirituelle. Donc lui, maintenant, au moment où il les accueille, Vayaker Yosef et Yosef, Vayaker Yosef et Echav, lui, il a reconnu ses frères. Ve'em lo ikuru, eux, ils ne l'ont pas reconnu. Mais comment c'est possible qu'ils ne l'ont pas reconnu? Ils sont en face de leur frère. Ils ne reconnaissent pas le frère qui est en... C'est Yosef. Alors, Ibn Farshim, il pose la question. Alors, plusieurs tiroutim. Rachid dit, ils ne l'ont pas reconnu parce que quand il est parti à 18 ans, il n'avait pas de barbe. 17 ans, il n'avait pas de barbe. Et là, il avait une grande barbe. Alors, la Gemara dit que la barbe, ça change la morphologie de la personne. Il est sorti Bli Khatimat Zaken et il avait Khatimat Zaken, donc ils l'ont pas reconnu. Il y avait un enseignant à Pavé. Chaque année, à chaque fois qu'il faisait cette paracha, il amenait une photo aux enfants. Il leur disait, qui c'est ce garçon que vous voyez sur la photo? Personne ne le reconnaissait. Et après, il disait aux enfants, ben, c'est moi. Alors, mais Mémoré, vous aviez pas de barbe, vous étiez jeune. Il lui dit, bah voilà, si vous avez remarqué, voilà, quand je suis sans barbe, vous ne me reconnaissez pas comme quand je suis avec une barbe. Donc effectivement, la barbe, ça transforme toute la personne. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose, c'est que, comme ils disent d'autres Mefarchim, eux, ils étaient à 100 000 lieues de se douter que Yosef pourrait être le chef de l'Égypte. Donc, puisque c'est l'Oba Berchbon, ça vient pas dans le calcul, ça vient pas dans... C'est pas une alternative, c'est pas quelque chose de potentiellement possible. Donc, ils n'ont même pas cherché à savoir est-ce que ce garçon c'est Yosef ou pas Yosef. C'est impossible pour eux. Lui qui avait le niveau supérieur et suprême, alors il pouvait reconnaître ses frères. Parce qu'il savait que ses frères, ils étaient susceptibles de descendre en Égypte pour acheter de la nourriture d'une part, et pour le racheter aussi, essayer de récupérer leurs frères. Mais eux, qui étaient en pleine recherche, mais s'ils cherchaient Yosef en Égypte, c'était surtout pas dans le palais. Ils sont partis dans le marché, dans les endroits où il y avait des gens de bas de gamme, en se disant s'il a été vendu en tant qu'esclave, c'est là-bas qu'on va le retrouver, va savoir dans quelle dimension de dépravation on va retrouver notre frère. Mais ils n'imaginaient pas un instant qu'au contraire, ils allaient trouver quelqu'un qui se trouve avec une shlemout, une perfection bien plus importante que celle qu'ils l'ont laissé quand ils l'ont quitté. Parce que quand il est quitté, c'était un jeune adolescent qui avait 17 ans, et là il le retrouve à l'âge de 30 ans, 13 ans plus tard, où il a grandi par les épreuves, par la prison, etc. Et toutes ces épreuves et toute cette prison, c'est normalement un chemin absolument insupportable pour qui que ce soit. Abandonné de sa famille, vendu par ses frères, jeté en pâture, avec la femme de Poutifar, jeté dans la prison, Sarah Mashkim, Sarah Ophim, des gens qui lui racontent sa vie, etc. Il devait craquer, il devait faire une dépression, il devait faire tout ce que vous avez envie. Mais Yosef, il n'est pas dans les dimensions de ce monde-ci d'être influencé par ce qui se passe autour de lui. Quand Hacher ou aussi Hachem Matzliar Beado, pourquoi? Parce que Hacher Hachem Ito. Hachem, il est avec lui, et donc tous les événements qui lui arrivent, il les prend comme étant une volonté d'Hachem, la volonté de l'Ashgaha. Et donc c'est exactement Mavdil, 1 million d'Avdalot. Si quelqu'un il va voir un film, et dans le film il y a un figurant qui a une veste bleue et qui passe dans la rue. Est-ce que le type il va pas crier, hurler, sortir du cinéma en disant pourquoi le figurant il a une veste bleue et pas une veste verte? Ça fait partie du film, c'est comme ça. Ils ont mis un figurant avec une veste bleue. Tu peux pas aller maintenant contre la volonté du réalisateur du film, le scénariste, le metteur en scène et tout ce que tu veux. Tu veux pas aller au cinéma, va pas au cinéma. Mais si tu vas voir le film, tu acceptes les figurants avec l'habit qu'ils ont. L'Abdil, c'est la même chose. Quelqu'un, il est dans l'amazé. Au départ, la personne dans l'amazé, elle essaye de faire en sorte que toute la réalité corresponde exactement à ses rêves, à lui, à son imagination, à lui, à ses songes qui sont des mensonges, qui font qu'il aimerait bien que les choses soient comme ci et comme ça. Et donc un enfant, quand il a ses billes, il ne veut pas les partager, il a son goûter, il ne veut pas en donner une part à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Au fur et à mesure où la personne, elle grandit, elle comprend que les réalités, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Hachem, il veut de moi. D'accord? Donc il est obligé d'accepter le costume du figurant, il est obligé d'accepter si son épouse elle est comme ça ou pas comme ça, si ses enfants ils sont comme ça ou pas comme ça, si sa parnassa elle est comme ça ou pas comme ça, si son destin il est comme ça ou pas comme ça. Tout ce qui lui arrive, il est obligé de faire avec
parce qu'il fait des efforts, d'accord, il essaye de faire du mieux qu'il peut, mais il y a des réalités qui lui sont imposées en permanence, Midashamaim, et sur lesquelles il n'a aucune shlita, sur lesquelles il n'a aucun moyen. Alors il y a des gens comme Nahum Gamzo qui disent tout le temps Gamzo les Tova, et qui comprennent que la réalité, la vie, c'est la volonté d'Hachem. Il y a des gens qui croient que non, c'est leur volonté à eux, ils se heurtent, et ils essayent de faire le maximum pour transformer. Il y avait un philosophe Goy, je ne sais plus trop lequel, il disait le jour où l'homme il comprend qu'il y a des réalités qu'il ne peut pas changer, il est choqué. Parce qu'il voit qu'il y a des choses qui sont la metsiout, c'est la réalité. Il ne peut rien faire contre. Si quelqu'un est sorti, s'est cogné le pied contre un mur sans faire exprès en sortant de chez lui, bah c'est fini, il s'est cogné le pied, il a mal au pied. Il ne peut pas changer cette réalité. Il ne peut pas dire je fais marche arrière, je rembobine le film, je ressors et je ne me cogne pas le pied. Il s'est cogné, il s'est cogné. Il y a des réalités. Donc Yosef, lui, il est conscient de ça. Il est conscient que les réalités rouhanites, c'est la volonté d'Hachem. Et même si ces réalités, elles lui plaisent absolument pas, parce qu'il est vendu en tant que Eved, mais il voit un clin d'œil de la Hashgacha Pratit, parce que les vendeurs, ils sont pas en train de descendre du pétrole qui sent pas bon, mais ils sont en train de descendre des parfums. C'est très rare. Il a eu la chance de tomber sur des vendeurs de parfums. Donc il se dit, c'est pas une chance, c'est pas un coup de bol, c'est Hachem qui a voulu que je sois pas gêné par l'odeur du pétrole, et il m'a fait mettre dans une caravane où il y a des gens qui vendent du parfum. Donc Hachem était avec moi. Donc petit à petit, il suit un chemin avec la Hashgacha Pratit, avec cette surveillance d'Hachem en permanence sur lui. Et donc maintenant, il peut se permettre d'être extrêmement cruel et sévère avec ses frères. Tout ça, pourquoi? Les Shem Shamaim, pour qu'ils arrivent à une réparation de leur Avera. Et tant qu'il peut se retenir, il se retient. Jusqu'au moment où il ne peut plus se retenir, Velo Yachal Yosef l'itapak. Et là, il leur dit Ani Yosef. Ça va être dans la paracha de la semaine prochaine. Que Vaïgash et la Yehuda, etc. Une fois qu'il sent que le tikkun est quasiment arrivé à sa fin, normalement, il aurait pu prolonger un tout petit peu, mais il n'a pas réussi à prolonger davantage. Là-bas, le Midrash dit qu'il s'est mis en danger. Ils ont voulu le tuer, ils auraient pu le tuer, etc. Et il leur dévoile la réalité cette fois-ci. C'est quoi la réalité? Ani Yosef. Stop. Quand ils disent Ani Yosef, tout s'arrête. Toutes les questions qu'ils avaient jusqu'à maintenant, pourquoi ce ministre d'Égypte, il veut nous faire revenir, et qu'est-ce qu'on a fait avec la coupe, pas la coupe, on a volé, pas volé. Là, tout d'un coup, tout s'éclaire, tout prend une autre lumière, et ils se rendent compte que ils sont réouïm quelque part, ils sont maintenant susceptibles de recevoir cette lumière que représente Yosef. Pas simplement voilà c'est notre frère, ah on est choqué voilà notre frère, non. On n'est pas simplement on est choqué de le voir roi d'Égypte non plus. Maintenant on est choqué de voir sa grandeur, de voir sa noblesse, de voir que c'était une erreur de l'avoir vendu puisqu'il était capable d'arriver à un tel niveau. Et lui, il nous a reconnus et nous, on ne l'a pas reconnu. Comme Rachid dit, Vayakia Yosef et Techav, et lui, il a eu pitié d'eux quelque part. Vem Léoïkourou, mais eux, ils ne l'avaient pas reconnu. Ça veut dire, eux, ils n'avaient pas eu pitié de lui quand il était jeune. Et Bémet, ils ont fait tchouva sur ça. Parce qu'ils ont dit, ah voilà, on va la Shemim, anachnu alachenu, Asher Raïnu, ça c'est dans la page de la semaine prochaine, mais nous avons vu sa souffrance et on n'a pas eu pitié de lui, Beitraneno et nous lorsqu'il venait, il nous suppliait, etc. Donc là, on en arrive à ce que la Torah elle a commencé dans le premier passou, en disant Vaihi miketz. C'était à la fin. À la fin de quoi? De cette période d'obscurité. Maintenant, commence à être mitnotzes, commence à apparaître petit à petit des lueurs de lumière, parce que l'obscurité, elle a une fin. On a expliqué c'est quoi l'obscurité tout à l'heure. C'est pas que l'obscurité, elle remplace la lumière, c'est que la lumière, elle est présente au moment où il y a l'obscurité, comme il y a marqué qu'au moment de Bereshit, Ayu or vechosher mishtamshim beyachad, il y avait en même temps l'obscurité et la lumière. Nous, on ne sait pas que ça veut dire qu'il puisse y avoir la lumière et l'obscurité. Quand il y a la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Mais pourquoi? C'est parce que Hachem, il les a séparés. Il a donné à chacun sa limite, et donc quand la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Mais au niveau rouhani, or vechosher mishamshim beyachad. En vérité, la lumière et l'obscurité, ils fonctionnent en même temps. C'est marqué dans tous les Sfarim de Moussa. On peut très bien avoir une personne qui est un grand sadique et qui a beaucoup de lumière en lui, et en même temps, il a des moments d'obscurité où il peut faire des fautes, des avérotes, etc. Et ça existe, toutes ces choses-là en lui, en même temps. Personne n'a trouvé encore sa place complète dans sa personne, jusqu'au moment où il fait un tikkun,
où il a des ustensiles susceptibles de recevoir la lumière assez grands, qui lui permettent de capter en permanence plutôt la lumière, plutôt que de capter l'obscurité. Et ça, c'est le tikkun que, comment il s'appelle, que Yosef, il a mis en place. Il a fait faire la Brit Mila aux Égyptiens pour diminuer l'impureté de l'Égypte. Quand ils avaient plus de quoi manger, ils sont allés voir le paro, ils lui ont dit, mais il ne veut pas nous donner à manger. Alors, il a dit d'abord, il faut qu'on fasse la Brit Mila, ensuite tu nous donneras à manger. On est obligé de l'écouter. Alors il a dit, bah oui, parce que si jamais il veut décréter que la récolte, elle va pourrir, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne pourra même pas manger. Donc vous êtes obligé de l'écouter. Donc Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux Égyptiens de faire la Brit Mila pour diminuer la Toumat Mitzrayim, pour que quand ses frères ils vont arriver, il y ait moins d'impureté en Égypte, et qu'ils puissent s'acclimater et faire en sorte de vivre dans ce pays. Donc c'est ça un petit peu toute sa dimension à Yosef. Et donc c'est ça qu'on va retenir de cette notion-là, qui n'est pas simplement une notion qui concerne Yosef et ses frères, c'est une notion qui concerne toute l'humanité. Sur le Mahalar, la trajectoire de toute l'humanité depuis Adam Arishon, David Ameller jusqu'au Mashiach. Pourquoi j'ai pris David Ameller? Parce que dans le mot Adam, Aleph, Dalet même, il y a Adam pour le Aleph de Adam, le Dalet pour David qui est au milieu des générations, et le même pour Mashiach qui vient à la fin des générations. C'est presque la même personne à la limite, puisqu'il y a marqué que David Ameller, Léati de Lavo, il va redevenir le Melech HaMashiach, il va revenir David Avdi. Et quand c'était au niveau d'Adam Arishon, c'est marqué que David Ameller, il n'avait pas de vie, et c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 années de sa vie pour que David Ameller il puisse exister. Donc c'est un peu une partie d'Adam Arishon. Donc cette dimension de David qui vient dans toute l'histoire, ça amène le monde à une réparation, en passant depuis Adam Arishon, la faute d'Adam, la réparation de la faute d'Adam Arishon, jusqu'à la venue du Mashiach. Cette réparation-là, c'est être susceptible de recevoir la lumière d'Hachem qui existait au moment de Briat Haolam avant la faute d'Adam Arishon, qui était, comment on dit, Roé Misof Haolam Ve'ad Sofo, avec laquelle il pouvait utiliser pour voir d'un bout à l'autre de l'univers. Et cette lumière, elle a été diminuée, comme il a dit David Ameller dans le Passouk, Va tachet alaïka pecha. Tu as placé ta main sur moi comme si tu voulais me réduire. Tu m'as réduit comme on réduit quelque chose en posant la main dessus. C'est quoi le début du Passouk? Je ne me rappelle pas. Va tachet alaïka pecha. Bon, je ne l'ai plus en tête. Bon, en tout cas, ça veut dire que Hachem, il l'a réduit. Et on espère que la personne, à partir de cette réduction-là, c'est pour son bien. C'est pour le bien de la personne, parce que pour qu'il soit apte à récupérer par le biais de ses actions, par le biais des Maasim Tovim qu'il va faire, une dimension suffisamment grande pour que la lumière ne l'éblouisse pas et ne l'éclate pas. Et une fois que le Midrash dit, une fois qu'Hachem il va se dévoiler au clair d'Israël, les Hatid Lavo, alors comment ils vont pouvoir supporter ce grand éclat de lumière? Parce que si déjà les frères de Yosef, lorsque Yosef il leur a dit Ani Yosef, ils n'ont pas pu se maintenir devant lui, alors quand Akadosh Baruch Hu, il va dire la Hatid Lavo que Ani Hashem, va dire qu'on ne va pas pouvoir se maintenir. Mais c'est quoi ce Ani Hashem? C'est une conscience que Hachem, il a toujours été présent avec nous, et même si on ne le voyait pas. Parce que comme il y a marqué dans tous les Sfarim, Akadosh Baruch Hu, il est Memale Kol Almim, Mesavev Kol Almim. C'est lui qui contourne tous les univers, et c'est lui qui est présent dans tous les univers. En Od Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire que Hachem, il est présent partout. D'accord? Donc cette présence, à chaque instant, il faut avoir le niveau de la ressentir dans l'amazé. Et où est-ce qu'on... Et si on ne l'a pas dans l'amazé, il faut se parfaire pour que lorsque le Mashiach vienne, on soit capable de reconnaître cette présence d'Hachem. Vaya Hachem, les melech al kol haaretz, bayom haou yi Hachem echad, ou shemo echad. Donc ça, on l'a trouvé dès le début de cette paracha. Quand Yosef, il est capable, au travers de la névoie, d'interpréter le chalom de Paro. Imaginez, Paro, c'est déjà le sommet de la Touma. Et en plus, quand il est en train de dormir, en plus, quand il est en train de rêver, et sortir de ce chalom, une dimension de chayim, parce qu'il va, comment on appelle ça, analyser l'histoire de la famille, analyser qu'il faut ensuite sauver les gens de la famille, n'est pas seulement sauver les gens de la famille, c'est grâce à ça que lui-même, Yosef, il va prendre un poste. Et là maintenant, il est plus en train de dire je suis le pauvre Yosef qui a été vendu, ayez pitié de moi, etc. Ça y est, il a compris que ça ne sert plus à rien. Tout ce qui est argumentaire pour être sauvé,
ça reste de la dimension de Olam Hazé. Lui, là maintenant, il a passé cette étape-là. Il est arrivé tellement à une target de bitachon qu'il se dit, c'est sûr que je vais avoir un poste, j'ai même pas besoin de demander. Simplement, j'explique le rêve où il y a marqué que Paro, il doit trouver un homme qui va s'occuper de l'Égypte, etc. La preuve, c'est que les vaches, elles ne doivent pas rester maigres. Enfin, elles doivent se maintenir même si elles sont maigres. Donc, il faut faire en sorte pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Et à ce moment-là, au moment où la lumière, elle a tellement jailli de la parole de Yosef, la Torah, elle nous témoigne que même le paro, il est capable de dire, oh là là, il dit à ses serviteurs, il leur dit, vous avez vu, il n'y a personne qui est aussi racham que lui. Vayomer paro el avadav animsa kazeish asher ruach elokimbo. Est-ce qu'on peut trouver un homme qui a le souffle d'Hachem en lui? C'est tellement visible, on dirait comme au palais de l'Élysée, on allume les nérodes de Hanouka. Dans la maison de Paro, on voit comment on appelle ça, la grandeur de Yosef. Vayomer paro el Yosef, achare odir Elohim otra et kolzot, en navon vechacham kamocha. Alors juste pour terminer, on avait vu un point, on avait dit, mais qu'est-ce qui est arrivé au Sarah Mashkim? Qu'est-ce qui lui a pris de prendre la parole devant Paro, alors il avait entre guillemets presque promis de ne pas le faire? Parce qu'il s'est dit, ça y est, j'ai oublié Yosef, c'est terminé. Et quand il le fait pas de bon cœur, comme Rashi rapporte là-bas. Il a dit, on était en prison, il y avait là-bas Nahar Ivri, quelqu'un qui faisait Maasé Naharut, il a encore des habitudes d'un enfant, il ne pourra jamais avoir un poste important. Eved les Saratabahim, c'est un pauvre serviteur. Il le mentionne, Belashon Bizayon, il est choté, il ne mérite pas la grandeur. Il connaît même pas. Il est ivri, il parle même pas correctement l'Égyptien. Il balbutie pour dire quelques mots, pour essayer de se faire comprendre, mais sans plus. S'il possède pas la langue j'allais dire de Voltaire, mais de je sais pas quoi. Eved, Katouf Nimoussé Mitzrayim, Rachid dit, on voit qu'il y a marqué dans les lois égyptiennes, Shen, Eved Moler. Un Eved, il ne peut pas régner. Velo Lovesh Big Desarim, il ne peut pas mettre même pas les vêtements des ministres. C'est-à-dire, nous ne parlons pas qu'il ne va pas devenir roi, mais même être ministre, on ne peut même pas lui donner comme poste. Parce que les ministres égyptiens, ils avaient des vêtements spéciaux, très beaux, c'était les vêtements royaux du ministère. Or, c'est bien marqué qu'un Eved n'a pas le droit de porter ses vêtements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le pauvre Sarah Mashkim, qui n'était pas si fufute que ça, il a tout de suite compris que s'il laisse sortir Yosef de prison, on va lui donner un poste. S'il réussit à expliquer le rêve, et il est sûr qu'il va réussir, parce qu'il a dit s'il a réussi à expliquer mon rêve, à expliquer le rêve de l'autre, c'est qu'il est capable là-dedans. Donc il va venir, il va donner la vraie explication. Or le pharaon, il est en train de craquer là. Il n'arrive pas il n'arrive pas à se maintenir sans avoir l'explication de son rêve. Donc quand il y a quelqu'un qui va le soulager et qui va lui donner enfin le médicament qu'il avait besoin, l'explication du rêve, il ne savait pas que c'était la famine ou pas la famine. Mais quand on va lui donner l'explication du rêve, c'est sûr qu'il va lui dire tiens, je te nomme conseiller, comment on appelle ça, ministre ou député ou quoi que ce soit. Donc dès le départ, il veut tuer, casser, comme on dit, écraser dans l'œuf cette possibilité, en disant non, non, lui, il ne mérite pas tout ça, il ne peut même pas mettre les vêtements du Sar, etc. Mais comme on a expliqué, cette lumière rouhanite, qui est la lumière qui provient de la Gdusha de Yosef, elle est tellement forte que bon gré, mal gré, le Sar Hamashkim, il est quand même obligé de parler. Il est quand même, on l'a acculé dans une situation où maintenant on le menace de mort s'il ne trouve pas, comme tous les autres serviteurs, s'il ne trouve pas une explication en rêve de Paro. Donc il est obligé de dénoncer ce jeune homme-là. Il essaye de le rabaisser au plus qu'il peut, mais il est obligé quand même d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que maintenant c'est Ketz Sam la Rocher. L'obscurité est terminée. Maintenant c'est le moment de la Géoula. Le srout de Yosef fait qu'il peut sortir de prison, qu'il peut arriver à un dévoilement de ce qu'Hachem attend du Chalom de Yosef. Et le Chalom de Yosef n'a rien à voir avec le Chalom de Paro. Le Chalom de Paro, le rêve de Paro, c'est un moyen pour que Yosef sorte de prison, alors que le rêve de Yosef, ce n'est pas un moyen. C'est un plan divin qui lui est dévoilé bénévoie pour qu'il ait un fil conducteur pour savoir comment se comporter et faire en sorte faire en sorte que Hachem attend de lui du tikkun, de la réparation de ses frères et de la venue d'Yaakov en Mitzrayim, et Yerida et Mitzrayim, ensuite ça va sortir toute la Israël, Matan Torah et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est la première partie. Le Sarah Mashkin, c'est Baal Kocho, et Yosef, lorsqu'il va prendre la parole et donner un conseil
Un paro, c'est complètement différent. C'est de dire, c'est pas Baal Koro, c'est pas je suis forcé. C'est à partir de maintenant, je te donne l'explication du rêve et je sais très bien que la suite va être que tu vas me nommer moi. Je suis pas dupe. Quand je t'ai dit, nomme quelqu'un qui est Navon Vechacham, c'est moi que tu vas nommer. Mais moi, je te donne simplement l'explication du rêve parce que ça fait partie de l'embranchement des événements, de ce dévoilement de lumière qui arrive, qui commence petit à petit par sauver l'Égypte d'une certaine situation de famine, mais qui en vérité, en vrai, est là pour nommer Yosef comme au poste de Mishneh Lameler et faire en sorte qu'il puisse faire venir Yaakov et que tout l'avenir du clan Israël puisse avoir lieu en Égypte. Donc ça c'est quelque chose de très important et donc c'est ça le lien avec Hanouka. Hanouka, c'est comme on a expliqué, récupérer cette petite fiole d'huile avec le chotem du Kohen Gadol, cette dimension qui n'a pas été touchée par l'impureté, qui est Kaviachol, le programme du Beth Amikdash, qu'on puisse allumer la menorah avec du Shemen Tahor. Et quand ils arrivent dans le Beth Amikdash, les Hashmonaïm, normalement, ils auraient pu dire bon, ben, on laisse tomber. On a le droit d'allumer. Il n'y a pas de tout est tamé. Et de toute façon, d'après la halacha, Touma Utra Betsibo, on a le droit d'allumer même si c'est impur. Et donc, on allume impur. Mais ils ont dit mais non, ça, Shalom. On s'est battu contre les Yevanim pour éviter la Touma des Yevanim. Maintenant, on va allumer avec la Touma, même si c'est Mouta, on va pas faire ça. Ils ont fait Messirut Nefesh, ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils voient, oh, voilà une fiole qui n'a pas été touchée. Ah, il n'y en a que pour un jour, c'est pas grave. Au moins, on allume aujourd'hui avec, demain Dieu est grand, on verra bien comment ça va se passer. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, puisqu'on a trouvé quelque chose qui, enfin, correspond au programme Rouhani du clan Israël, une adlaka de la menorah, un allumage du chandelier avec un shemen tahor, avec une huile pure, exactement ce qu'Hachem veut en temps normal. Mais on ne va pas laisser ça pour tout l'or du monde. D'accord? Donc, on se reconnaît Kaviahol avec une capacité de récupérer cette lumière. Hachem il dit si vous y tenez tellement, alors sachez que même une lumière qui doit durer un jour, elle va durer 8 jours. Parce que le Or Rouhani, la lumière spirituelle, est tellement forte qu'elle n'a pas de limite. Mais encore faut-il, pour qu'on accepte quelque chose de sans limite, que nous on sache limiter nos envies et nos pulsions pour faire la volonté d'Hachem. Si les Hashmonaïm, ils n'avaient pas limité leurs envies et leurs pulsions, ils auraient dit bon, maintenant voilà, on a envie d'allumer, on allume n'importe quoi, Touma, Théora. Ce qu'on trouve, on allume, c'est moutard, c'est permis. On va pas faire, c'est même pas une avéra. Réponse oui, mais toi tu veux quoi? Tu veux arriver à quelque chose de hidour. Tu es mehader achara mitzvah, tu recherches la mitzvah. Mehader, c'est pas simplement embellir la mitzvah, c'est milachon rechercher. Tu recherches après la mitzvah. Tu fais un effort pour que la lumière elle soit toujours présente en toi, la lumière de la Gdusha, la lumière de la mitzvah. Jamais dit si tu es dans cette recherche permanente, alors tu mérites d'avoir ce nes de Hanouka, de faire en sorte que cette lumière elle va durer longtemps. Et bien, c'est quelque chose qu'une fois qu'on a obtenu l'éclairage de cette Menorah Hanouka, il doit rester avec nous en permanence toute l'année, Bezrat Hashem, parce que une fois que la personne elle a obtenu la lumière, de la même manière qu'au moment de Hanouka, ils ont cherché la fiole, ils ont fini par la trouver. Une fois qu'on a fait avec le sceau du Kohen Gadol qui n'avait pas été rendu impur, alors de la même manière, une fois qu'on est arrivé à la fête de Hanouka, qu'on a fini par être toffé, cette fiole et l'allumer et durer 8 jours, il faut la garder Bezrat Hashem pour toute l'année, pour se remplir de cette volonté d'être toujours un ustensile apte à recevoir la lumière divine et à la faire rentrer dans ce monde-ci. Voilà, Shabbat Shalom et des bonnes choses et un excellent Hanouka. Merci pour cet éclairage. Hanouka Sameach et Shabbat Shalom. Merci.